La définition de l'ictère, c'est quoi? C'est une coloration jaune des téguments et des muqueuses due à une augmentation de la bilirubine dans le sang. La bilirubine, c'est quoi? Donc, c'est un pigment qui est non soluble dans l'eau de couleur jaune, issu de la dégradation de l'hémoglobine. Donc, l'origine TH, c'est la dégradation de l'hémoglobine. Donc, elle est le principal colonant à la bile. Il existe deux types de bilirubine, donc un bilirubine conjuguée et bilirubine libre. Quand on calcule la bilirubine totale, la valeur TH normale, elle devrait être moins de 20 micromoles par litre, soit 12 mg. La bilirubine conjuguée, elle a une valeur nulle ou bien moins de 3 micromoles par litre. La bilirubine libre non conjuguée, c'est la différence entre la bilirubine totale et la bilirubine conjuguée. Lorsque le taux il compte entre 20 et 40 micromoles, donc c'est un taux anormal, mais cliniquement il est indétectable. Donc il est indétectable à l'inspection du patient. Donc quand on parle de l'ictère ou là de la jaunisse, quand le taux de la bilirubine totale il dépasse 40 micromoles par litre. Donc quand ça dépasse 40 micromoles par litre, elle va donner une coloration jaunâtre dans les téguments et les muqueuses. Un ictère léger, débutant et visible en regard de la sclère oculaire, c'est l'endroit le plus clair des téguments. On parle d'ictère, donc lorsque la valeur est comprise entre 20 et 40. Quand l'ictère il est minime, cliniquement, il n'est pas détectable. Quand on le détecte cliniquement, c'est à partir de 40 micromoles. La bilirubine totale, donc quand elle dépasse 40 micromoles, donc ça signifie un ictère cliniquement. Chez un sujet normal, la bilirubine plasmatique, elle a deux formes. Une forme non conjuguée, bilirubine libre, et la bilirubine indirecte. Parce que le laboratoire de la détection, c'est une technique indirecte. La bilirubine conjuguée, c'est la bilirubine directe. On la détecte directement dans le sang, dans le laboratoire. À l'état normal, la principale source de bilirubine, c'est les macrophages. Donc la bilirubine totale plasmatique est majoritairement non conjuguée. Elle est liposoluble. Donc cette bilirubine non conjuguée, elle est transportée dans le sang par l'albumine. Donc elle n'a pas d'élimination rénale. C'est pour cette raison que les urines sont de couleur normale. Donc la bilirubine non conjuguée est transportée par l'albumine, puis elle est captée par le pôle sinusoïdal des hépatocytes et elle sera transformée en bilirubine conjuguée. Donc elle va subir ce qu'on appelle la glucoconjugaison. Donc grâce à des transporteurs spécifiques, alors que l'albumine il reste dans le plasma. Donc la source à la bilirubine, c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine, c'est le principal colonant de la bile. Elle est produite dans les cellules de la rate, de la moelle osseuse, ensuite transportée dans la circulation par l'albumine pour rejoindre le foie. Donc au niveau du foie, radicera le mécanisme de glucuronoconjugaison. Donc la bilirubine non conjuguée sera transformée en bilirubine conjuguée, puis excrétée dans la bile. Ensuite, la bilirubine conjuguée, elle va subir ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatocytaire. Donc elle sera transformée dans le foie, puis sécrétée dans l'intestin pour participer au mécanisme de digestion et de l'absorption intestinale. Ensuite, elle sera excrétée sous forme d'urobilinogène dans les selles et les urines. Lorsque le taux de la bilirubine conjuguée est élevé, ça va donner une décoloration des selles et des urines foncées. Donc, grosso modo, le schéma, tu as le cycle de la bilirubine. Donc, l'origine, c'est les macrophages. Elle résulte de la dégradation de l'hémoglobine. Elle va être sécrétée dans le sang sous forme de bilirubine libre. Donc la bilirubine libre est transportée dans le sang par l'albumine vers le foie. Donc elle va subir ce qu'on appelle la conjugaison. Donc la bilirubine libre, elle sera conjuguée sous forme de bilirubine directe, puis excrétée dans la bile. Les valeurs normales de la bilirubine libre, c'est 15 micromoles par litre. La bilirubine directe, c'est 5 micromoles par litre. Donc lorsque ce taux il dépasse 5 micromoles par litre, donc on parle d'un ictère à bilirubine directe ou là conjuguée. Lorsque le taux de la bilirubine libre il dépasse dans le sang 15 micromoles par litre, on parle d'un ictère à bilirubine libre ou là à bilirubine non conjuguée. Donc, pour comprendre bien, voici le mécanisme physiopathologique des ictères. La première cause qui va être à l'origine de l'augmentation de la bilirubine libre, dans sa fonction libre, la valeur TH normalement de 15 micromoles. Qu'est-ce qu'il va donner une augmentation dans le taux de la bilirubine libre? Puisque l'origine TH, c'est l'hémoglobine, donc en cas d'une destruction massive des hématies, le terme sémiologique, c'est les hémolysses. Quelle que soit la cause, c'est l'hémolyse.
une hémolyse intraticulaire, intramédulaire, intraveineuse, hémolyse toxique, une hémolyse par exemple auto-immune, qui contient une destruction massive des hémoglobines, ça va donner une augmentation de la valeur de la bilirubine libre. Et pour cette raison, on parle d'un ictère à bilirubine non conjugué. Ça veut dire que le problème, il est périphérique. Le deuxième mécanisme, un défaut de conjugaison. Donc, le défaut de conjugaison au niveau du foie. Il existe des déficits enzymatiques héréditaires. Donc, c'est des pathologies rares. La conjugaison, elle se fait grâce à une enzyme. Cette enzyme se nomme la glycoronyltransférase. Donc, qui contient un déficit enzymatique héréditaire en glycoronyltransférase, ça va donner une augmentation de la valeur de la bilirubine non conjuguée. Il existe trois maladies. Donc, la maladie de Crigler-Najjar, un déficit total en glycoronyltransférase. C'est une maladie héréditaire. Deuxième maladie la plus connue, c'est la maladie de Gilbert. La maladie de Gilbert a un déficit partiel de glycoronyltransférase. Donc, ça va donner un ictère à bilirubine non conjugué, à bilirubine. Troisième mécanisme qu'on voit souvent dans la pratique courante, c'est le déficit passager chez les nouveau-nés. Un les nouveau-nés, le foie parfois est immature. Par immaturité hépatique, il contient un déficit transitoire la glycoronyltransférase. Donc, c'est pour cette raison, les nouveau-nés, ils vont développer ce qu'on appelle l'ictère physiologique. Physiologique parce que c'est transitoire. Donc, avec le déficit, il compte transitoire. Généralement, ça ne dépasse pas les 15 jours. Un ictère à bilirubine non conjugué, parce que la valeur de la bilirubine libre est élevée. Troisième mécanisme, c'est le défaut d'excrétion. Donc, mini contient un défaut d'excrétion de la bilirubine conjuguée. Donc, il y a des déficits héréditaires ou là, des défauts héréditaires d'excrétion ou là, des défauts acquis. Donc, les défauts acquis se voient surtout au cours des hépatites virales. Les hépatites virales, en cas de trouble fonctionnel de l'excrétion biliaire par l'hépatocyte, ça va donner une augmentation de la bilirubine non conjuguée. Les défauts héréditaires, donc, il y a des pathologies rares, maladie de Ben-Jensen et le syndrome de Rotor, où seule la bilirubine ne peut être excrétée au niveau de la bile. C'est des déficits héréditaires ou les défauts acquis, nous trouvons les hépatites virales. En cas d'anomalie de l'évacuation de la bile. Donc, anomalie de l'évacuation de la bile, c'est à ce moment-là qu'on parle de cholestase. Donc, la cholestase, c'est quoi? Lorsqu'il y a une rétention de la bile qui va entraîner un passage dans le sang de tous les composés de la bile. Les pigments biliaires, essentiellement la bilirubine conjuguée, les sels biliaires, phosphatase alcanine et cholestérol. Donc, qui dit cholestase dit obstacle. Donc, l'obstacle, il peut être au niveau des canalicules biliaires, les petits canalicules biliaires, ou là, au niveau des voies biliaires extra-hépatiques. Donc, des voies biliaires extra-hépatiques au chouma. Comme la vésicule biliaire, la voie biliaire principale, le canal cholédoque. Donc, qui contient un obstacle au niveau des voies biliaires extra-hépatiques, ça va donner un ictère à bilirubine conjuguée. L'obstacle au niveau des canalicules biliaires, c'est au niveau du foie, responsable de cholestase intrahépatique qui peut se voir surtout au cours des hépatites virales et des hépatites médicamenteuses, ou n'importe quelle hépatite. Donc, qui contient une inflammation au niveau du foie, ça va donner un obstacle à l'écoulement de la bile et du coup, donner une cholestase avec un ictère à bilirubine conjuguée. Donc, plus facile, qui contient un obstacle dans les voies biliaires extra-hépatiques, soit la voie biliaire principale ou là, la vésicule biliaire, donc le cholédoque, soit par un calcul, une compression du cholédoque, un cancer de la tête du pancréas, ça va donner ce qu'on appelle une cholestase extra-hépatique et donner un ictère à bilirubine conjuguée. Donc, les étiologies, les causes de l'ictère sont séparées en deux catégories. On a ictère à bilirubine conjuguée et ictère à bilirubine non conjuguée. Les ictères à bilirubine non conjuguée. Comme bilirubine non conjuguée, donc en cas d'hyperhémolyse, se voit surtout dans les pathologies hématologiques. Lorsqu'il existe une destruction anormalement élevée des globules rouges, cette maladie accompagne une anémie. Donc, qui contient une anomalie des globules rouges, ça va donner une hémolyse et se manifester par un ictère à bilirubine libre. Le deuxième mécanisme, lorsqu'il y a un défaut de glycoronnoconjugaison. Donc, le défaut de glycoronnoconjugaison se voit dans deux pathologies héréditaires les plus fréquentes. Comme le syndrome de Gilbert, il est dû à une mutation du gène promoteur de la bilirubine glycoronyltransférase. Comme le syndrome de Crigler-Najjar, ce syndrome est une affection exceptionnelle, souvent très grave, due
à une absence ou à un effondrement de l'activité de la glucoronyltransférase. Ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome de Gilbert et le syndrome de Crigler-Najjar, le bilan hépatique est normal. Donc, mais quand je cholestase, on a un ictère à bilirubine non conjugué et ça va nous orienter vers les pathologies. L'hyperhémolyse, on a des signes qui vont orienter vers l'hyperhémolyse, comme une anémie, un taux de réticulocytes élevé, et ça va nous orienter vers une hyperhémolyse. On chauffe les tests de Combs. Généralement, c'est un ictère à bilirubine libre non conjugué. Donc, le bilan hépatique est correct. L'ictère à bilirubine conjugué. Donc, l'ictère à bilirubine conjugué, généralement, c'est des malades qui vont atterrir chez le gastro-entérologue ou l'hépatologue. Le mécanisme le plus fréquent de l'ictère à bilirubine conjugué, c'est la cholestase. Donc, la cholestase, ça signifie un obstacle à l'écoulement de la bile. Donc, elle est définie par une diminution de la sécrétion biliaire. Elle peut être intrahépatique ou extra-hépatique. Donc, l'ictère par cholestase extra-hépatique sont liés généralement à l'obstruction de la voie biliaire selon les résultats de l'échographie. Donc, c'est l'échographie qui va nous préciser est-ce que l'obstacle est extra-hépatique ou intra-hépatique. Ce qui peut donner une obstruction ou un obstacle à l'écoulement de la bile extra-hépatique, une lithiase de la voie biliaire principale, un cancer de la tête du pancréas, lorsqu'il comprime les voies biliaires extra-hépatiques, donc il va donner une cholestase, un ampulome vatérien, qui est un cancer de l'ampoule de Vater, qui est l'abouchement des voies biliaires vers le duodénum, un cancer des voies biliaires, ou là, une pancréatite compliquée. Donc, de le court à la pancréatite chronique, un pseudokyste compressif peut comprimer les voies biliaires et donner une cholestase extra-hépatique et du coup, un ictère à bilirubine conjuguée. L'ictère par cholestase intrahépatique. Donc, la cholestase intrahépatique, soit on a une diminution de la sécrétion biliaire, le mécanisme, généralement, c'est les hépatites. Une hépatite virale A, hépatite B, hépatite C. Elle va donner une cholestase intrahépatique, ni منشوفوهاش في l'imagerie, منشوفوهاش في l'échographie. C'est l'obstruction des voies biliaires intrahépatiques. Les voies biliaires intrahépatiques sont fines et comme l'obstruction des voies biliaires intrahépatiques, les maladies, la cirrhose, les cholangiopathies, par exemple, une cirrhose biliaire primitive, une cholangite sclérosante primitive, d'accord? Une obstruction des voies biliaires intrahépatiques par un cancer du foie, un cancer, par exemple, intrahépatique. Donc, tout ça peut donner un ictère par cholestase intrahépatique. Donc, l'ictère à bilirubine conjuguée, c'est une diminution de la sécrétion biliaire. On voit généralement les hépatites virales aiguës, A, B, C ou D, ou le E, les hépatites médicamenteuses, les hépatites alcooliques aiguës, hépatite chronique active et cirrhose. Dans la maladie de Dubin-Johnson et le syndrome de Rotor, les maladies comme ces maladies héréditaires par déficit enzymatique qui va donner un trouble ou un défaut d'excrétion biliaire à la bilirubine conjuguée. Donc, et le deuxième mécanisme, c'est l'obstruction des voies biliaires intrahépatiques. Donc, l'obstruction des voies biliaires intrahépatiques, en cas de cancer primitif ou secondaire du foie, par exemple une métastase hépatique, peut donner une obstruction des voies biliaires intrahépatiques. Donc, une cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante primitive, et il existe des contextes particuliers, par exemple chez la femme enceinte, dont l'ictère chez la femme enceinte, c'est les céatohépatites intrahépatiques, ou là, en cas d'infection par le VIH. Comment poser le diagnostic? Donc, nous avons des éléments biologiques, cliniques, paracliniques, pour essayer d'orienter notre conduite à tenir. Toujours, l'examen clinique, il va reposer sur l'anamnèse. Donc, l'interrogatoire, on va préciser le mode de début de l'ictère. Début progressif ou là, un début aigu. On va rechercher les facteurs déclenchants. Donc, les signes accompagnateurs, donc avec ou sans prurite. Le prurite, généralement, il se voit en cas de cholestase. Quand il y a une cholestase, ça va donner une augmentation de la bilirubine conjuguée et l'augmentation des sels biliaires. Donc, c'est les sels biliaires qui vont donner le prurite. Les signes accompagnateurs importants, donc c'est la douleur. Donc, on recherche une douleur au niveau de l'hypocondre droit. On recherche l'existence d'une altération de l'état général qui va nous orienter vers des pathologies tumorales. On recherche toujours la présence d'un syndrome infectieux, fièvre, sueur nocturne, qui se voit dans les hépatites virales, par exemple en cas de suspicion d'onchocolite. Les urines foncées et les selles décolorées qui se voient en cas de cholestase. Donc, un ictère cholestatique, il va donner des urines foncées et des selles décolorées. L'examen physique, on précise toujours les constantes hémodynamiques, tension artérielle, fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, donc la saturation en oxygène, la température et le poids, ainsi que le body mass index ou l'indice de masse corporelle.
À l'inspection, on précise l'intensité de l'ictère. Donc, on recherche des lésions de grattage qui sont en faveur d'une cholestase. On recherche toujours les signes cliniques de cirrhose, insuffisance hépatocellulaire, hypertension portable, donc des signes d'imprégnation éthylique. À la palpation, on recherche une hépatosplénomégalie, une vésicule biliaire palpable et douloureuse, un syndrome tumoral, donc on recherche des adénopathies, notamment un ganglion de Troisier. Et le toucher rectal, on doit rechercher une carcinose péritoniale ou une tumeur du rectum qui peut donner une métastase hépatique et orienter notre conduite par compression intrahépatique. Les examens paracliniques sont très capitaux. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de différencier si l'ictère est à bilirubine conjuguée ou l'ictère est à bilirubine non conjuguée. Donc, deuxième élément essentiel, c'est de voir et de demander un bilan hépatique complet pour voir s'il y a une perturbation du bilan hépatique et rechercher essentiellement un syndrome de cholestase biologique. Qu'est-ce que vous allez demander pour rechercher un syndrome de cholestase sur le plan biologique? Donc, le syndrome de cholestase, on a une augmentation de gamma GT, augmentation gamma GT, phosphatase alcaline et bilirubine conjuguée. Donc, quand on a un syndrome de cholestase et un ictère, ça va nous orienter vers des pathologies intrahépatiques ou extrahépatiques, soit une cholestase intrahépatique ou extrahépatique. Si on a un ictère à bilirubine libre, donc on doit demander une formule pour voir s'il n'y a pas d'anémie. On va voir le taux de réticulocytes. Si le taux de réticulocytes est élevé, ça va nous orienter vers une hémolyse. Donc, on va compléter notre bilan par un bilan d'hémolyse, test de Coombs, direct, indirect, pour essayer d'orienter le diagnostic. Donc, un ionogramme sanguin, une fonction rénale demandée systématiquement et les hémocultures demandées en cas de fièvre. Le bilan radiologique qu'on va demander, l'examen de première intention, c'est l'échographie abdominopelvienne. Pourquoi on demande l'échographie abdominopelvienne, particulièrement si on a un ictère avec un syndrome de cholestase? On doit rechercher l'existence de dilatation des voies biliaires. Extra et intra. Il y a un obstacle extra-hépatique, par exemple une lithiacelle de cholédoque ou la voie biliaire principale, et ça va donner une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. D'accord? Donc, mettez en tête que l'échographie abdominopelvienne, c'est l'examen de première intention qui va orienter notre conduite à tenir ou notre démarche étiologique à la recherche de dilatation des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques. On peut demander comme examen complémentaire une TDM abdominopelvienne, une échoendoscopie biliopancréatique et une bili-IRM, les ont une sensibilité et une spécificité plus élevée que l'échographie pour détecter les dilatations, les obstacles intra-hépatiques, en particulier en cas de cholestase intrahépatique. Voici un exemple. Un homme âgé de 83 ans, douleur fébrile de l'hippocampe droit, ictère et altération de l'état général. Donc, on demande un scanner et là, on objective une lithiase de la voie biliaire principale avec une cholestase intra- et extra-hépatique. Donc, le diagnostic clinique de présomption, c'est l'angiochorite aiguë d'origine tumorale. Cette image, vous voyez une dilatation des voies biliaires intrahépatiques à l'IRM, à la bili-IRM, avec un calcul enclavé dans le canal cystique. Cas particulier des ictères néonataux. Les ictères néonataux, c'est des ictères physiologiques transitoires. Une maturité hépatique, c'est un ictère à bilirubine non conjugué. Quand les ictères pathologiques par hémolyse entre les nouveau-nés suite à une incompatibilité fœto-maternelle résus. Donc, quand ça dépasse les 15 jours et ça donne une anémie avec une hémolyse, c'est des ictères pathologiques. Donc, l'incompatibilité fœto-maternelle, ABO, peut donner un ictère par hémolyse. L'ictère néonatal au lait de la mère, donc allergie au lait, va donner une hémolyse toxique et se manifester par un ictère néonatal. Un ictère pathologique, il va se manifester par un ictère à bilirubine non conjugué avec une anémie et des signes d'hémolyse. Quand ça dépasse les 15 jours, on va suspecter les pathologies congénitales, donc les déficits congénitaux en glycoronyltransférase, la maladie de Crigler-Najjar, par exemple. Quand elles sont suspectes, donc quand l'ictère il est à bilirubine non conjuguée avec un bilan hépatique normal, pas de cholestase et un bilan hématologique normal. Donc, lorsque l'ictère est à bilirubine conjuguée, on va suspecter les obstructions digestives, donc les obstructions hépatiques. L'existence d'une cholestase doit être suspectée systématiquement chez un nouveau-né
ictérique après 15 jours de vie. Donc, si ça dépasse les 15 jours, donc on doit suspecter une cholestase. Dans la quasi-totalité des cas, c'est un ictère survenant avant l'âge de 1 mois qui donne l'occasion de le poser. L'ictère cholestatique s'accompagne d'une décoloration prolongée plus ou moins importante des selles et des urines foncées. Et le bilan hépatique qui sera perturbé forcément عند les nouveaux-nés. Donc, il y a une augmentation de gamma-GT, augmentation des phosphatase alcalines et une augmentation de la bilirubine conjuguée. Vous avez un patient, un ictère. Donc, juste en général, je vais demander un bilan. Le premier élément essentiel pour dire est-ce que l'ictère il est d'origine hématologique ou là d'origine hépatique, je vais demander le dosage à la bilirubine totale, la bilirubine libre et bilirubine conjuguée. Il y a une élévation à la bilirubine libre. Je dois adresser le malade soit l'hématologue pour explorer les pathologies hématologiques ou là rechercher les déficits congénitaux en glycoronyltransférase, qui est la maladie de Gilbert et maladie de Crigler-Najjar. D'accord? Si l'ictère est à bilirubine conjuguée, je dois compléter mon bilan par un bilan hépatique à la recherche d'un syndrome de cholestase. Le mécanisme de l'élévation de la bilirubine conjuguée, il y a plusieurs pathologies qui peuvent donner un ictère à bilirubine conjuguée. Pour savoir est-ce qu'on a un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire, donc je vous l'adbimine, facteur 5 et le TP. Et je suis de garde, ranif des urgences, donc le facteur 5, je laboratoire où on dit le dosage à le facteur 5. Je veux savoir est-ce que la baisse de TP, est-ce qu'elle a un rapport avec le syndrome de cholestase ou là, elle a un rapport avec une insuffisance hépatocellulaire. Qu'est-ce que je peux faire? On fait ce qu'on appelle une injection ou là le test Zuckeler. Le test Zuckeler, quand on injecte de la vitamine K, elle va augmenter le TP. Donc, quand on injecte de la vitamine K et on fait un nouveau dosage, c'est le taux de prothrombine, il est là le TP, ça veut dire qu'on a éliminé l'insuffisance hépatocellulaire. La baisse du TP, elle a un rapport avec le syndrome de malabsorption des vitamines liposolubles qui va accompagner l'ictère cholestatique. Les diagnostics différentiels de l'ictère, donc l'hypothyroïdie, elle peut donner un aspect jaune cireux des téguments et des muqueuses. Donc une mélanodermie. En cas de mélanodermie, ça peut donner une coloration jaunâtre des téguments et des muqueuses. Une prise de carotène, une prise des aliments qui contiennent du carotène peut donner une coloration jaunâtre des téguments et des muqueuses. Et en cas de pâleur cutanéo-muqueuse sévère qui se voit au cours des anémies, peut donner une coloration jaunâtre des téguments et des muqueuses. Point très important, l'ictère est un diagnostic qui fait partie de plusieurs syndromes qui font partie des urgences médico-chirurgicales. Parmi les urgences médico-chirurgicales qui vont se manifester par un ictère, vous avez l'angiocolite. Donc l'angiocolite, c'est un diagnostic clinique. Elle correspond à une succession rapide, moins de 48 heures, de la triade, la fameuse triade de Charcot, douleur, fièvre, ictère. Elle doit nous faire suspecter une angiocolite. Donc le diagnostic repose sur l'association d'une cholestase, un syndrome inflammatoire systémique marqué et la mise en évidence d'une obstruction des voies biliaires par l'imagerie. L'ictère avec une insuffisance hépatique sévère qui est observée dans 3 circonstances. Donc la cirrhose, l'ictère, il fait partie des signes d'insuffisance hépatocellulaire. En cas de stade terminal d'un cancer du foie, donc un stade terminal d'un cancer du foie qui va comprimer les voies biliaires intrahépatiques, donc il peut donner ou se révéler par un ictère. Et troisième situation, c'est les insuffisances hépatiques aiguës. Donc les insuffisances hépatiques aiguës, je vous montre les hépatites virales aiguës, par exemple A, une hépatite virale aiguë B, une hépatite virale aiguë C, une hépatite médicamenteuse aiguë, une hépatite auto-immune aiguë, une hépatite alcoolique aiguë. Tout ça peut donner un ictère avec une insuffisance hépatique sévère. Donc la démarche diagnostique, vous avez une coloration jaunâtre des téguments et des muqueuses. On doit rechercher l'aspect des urines et des selles. Donc cliniquement, l'interrogatoire, si les urines ne sont pas foncées et les selles sont normocolorées, ça va nous orienter vers un ictère à bilirubine non conjuguée. Et on doit rechercher s'il existe une hémolyse. Donc la présence des signes d'hémolyse, soit vous orientez le malade en hématologie pour rechercher une cause d'hémolyse, qu'elle soit toxique, qu'elle soit une hémolyse primitive par anomalie des hématies. En absence de hémolyse, on doit évoquer les pathologies héréditaires, la maladie de Gilbert et la maladie de Crigler-Najjar. Si les urines sont foncées et les selles sont décolorées, ça veut dire qu'il y a une cholestase.
Donc, qui dit cholestase dit dilatation des voies biliaires. Comment rechercher les dilatations des voies biliaires? L'échographie ou à l'imagerie. Donc, si il existe une dilatation de voie biliaire à l'imagerie, à l'échographie, au scanner ou au BD-IRM. Donc, en cas de dilatation de voie biliaire intra- et extra-hépatique, on doit penser au calcul dans les voies biliaires principales, les tumeurs pancréatiques ou les tumeurs papillaires. Donc, lorsqu'il existe une dilatation isolée des voies biliaires intrahépatiques, cela doit faire évoquer un cholangiocarcinome hilaire ou une compression extrinsèque par un cancer, par exemple, de la tête du pancréas, un pseudokyste pancréatique qui va comprimer les voies biliaires intrahépatiques. Une compression extrinsèque, elle donne généralement une dilatation des voies biliaires intrahépatiques seule, par un cancer, par exemple, de la tête du pancréas ou un cholangiocarcinome hilaire. Donc, l'absence de dilatation des voies biliaires doit faire rechercher des atteintes intrahépatiques. Donc, les atteintes intrahépatiques, il existe une dizaine de pathologies qui peuvent donner une cholestase intrahépatique sans dilatation des voies biliaires. Et on va les citer par vous avez des hépatites virales, hépatite B, hépatite C, donc une cirrhose, par exemple une hépatite auto-immune, une hépatite alcoolique, une hépatite médicamenteuse. Donc, on va les citer par la suite. Donc, si vous avez un ictère, bilirubine libre, donc on va doser le taux de réticulocytes. Si le taux de réticulocytes est élevé, donc c'est en faveur d'une hémolyse. Donc, un taux de réticulocytes normal, donc on doit rechercher les déficits de conjugaison congénitaux, soit un ictère du nouveau-né, une maladie de Gilbert, une maladie de Crigler-Najjar. Donc, l'ictère à bilirubine mixte, on n'a pas parlé des ictères à bilirubine mixte, donc qui se voit surtout dans les cirrhoses ou lorsqu'il existe un déficit congénital de l'excrétion de la bilirubine conjuguée. Le syndrome de Dubin-Johnson ou la maladie de Rotor. C'est des pathologies qui sont rares. En cas d'ictère à bilirubine conjuguée, donc on pratique une échographie. Si on trouve une dilatation des voies biliaires à l'échographie, donc on doit libérer les voies biliaires soit par cholangiopancréatographie rétrograde, en cas, par exemple, d'une lithiase de voie biliaire principale. En cas de cancer, on peut procéder à la mise en place de prothèses pour évacuer ou pour libérer les voies biliaires ou passer à la chirurgie. Lorsque les voies biliaires ne sont pas dilatées, s'il y a un doute sur un obstacle, donc on va demander des examens plus performants que l'échographie pour rechercher des obstacles des voies biliaires intrahépatiques qui se voient à l'écho-endoscopie, une tumeur pancréatique, une microlithiase biliaire qui peut être détectée également par la BD-IRM. Donc l'absence d'obstacles, si on a un doute, donc on pratique une PBH pour rechercher une cholestase intrahépatique. Par exemple, on a parlé des différentes pathologies qui peuvent donner une cholestase intrahépatique sans dilatation de voie biliaire, qui peuvent se diagnostiquer à l'anapathe, telles que la cirrhose biliaire primitive ou la cholangite sclérosante primitive. Donc, en conclusion, l'ictère est souvent multifactoriel. Nécessité d'un diagnostic rapide. Le diagnostic il est biologique. L'échographie abdominale, elle a un intérêt surtout dans les ictères à bilirubine conjuguée et évoquer l'hépatite médicamenteuse et les hépatites virales. Si l'échographie est normale et on ne trouve pas une dilatation des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques à l'image.